Bonjour Monsieur Hoffmann, vous êtes président de la Chambre de métiers d'Alsace. Bonjour à tous, les internautes qui nous suivent en Facebook Live sur Internet. Merci à la librairie Kléber d'accueillir cette rencontre organisée par le Club de la Presse, une rencontre sans public au regard des conditions actuelles. Et merci également à la société Imagine qui capte cette rencontre en vidéo. Alors je suis Lucie Dupin, journaliste et membre du Club de la Presse, et on va passer un petit moment pour échanger sur l'actualité et puis les missions de la Chambre de métiers d'Alsace avec vous, Jean-Luc Hoffmann. Alors je rappelle que vous êtes vous-même artisan boucher, charcutier, traiteur à Haguenau. Vous êtes élu à la Chambre de métiers d'Alsace depuis 2005 et vous êtes également président de votre corporation dans le Bas-Rhin. Et vous me disiez en coulisses que c'est Bernard Stalter, l'ancien président de la Chambre de métiers d'Alsace, qui a accompagné votre expérience en tant qu'élu au sein de la Chambre. Vous lui avez succédé le 6 mai dernier suite à son décès en avril 2020. Comment envisagez-vous cette succession et votre mandat au sein de la Chambre ? Bonjour à tous. D'abord, je voudrais remercier le Club de la Presse de me recevoir aujourd'hui. C'est un plaisir et un honneur pour moi. Alors, il y a une grande question là-dedans. Il y a déjà la rencontre, puisque Bernard Stalter et moi, on se connaît depuis 2004. On s'est rencontrés dans un bureau où je me souviens très bien du moment où c'était. C'était pour m'intégrer dans son équipe avant les élections de 2005 à la Chambre des métiers. Et j'ai passé un moment, j'ai passé 15 minutes à l'écouter parler de l'artisanat avec un tel enthousiasme que je me suis dit, en sortant, j'avais remarqué que cette personne-là allait chambouler quelque part le cours de ma vie, parce qu'il m'a vraiment fait aimer l'artisanat, mais l'artisanat dans sa globalité. Mon métier, je le connaissais déjà, je l'aimais déjà, je jurifiais des examens. C'est aussi par ce biais que je suis rentré un peu à la Chambre des métiers. Mais j'ai rencontré quelqu'un qui ne m'a jamais déçu et ça a été un parcours, ça a aussi été pour moi l'occasion de le voir évoluer, parce qu'il y a aussi eu dans sa posture, dans sa façon d'être, dans sa façon de mener la Chambre des métiers, mais aussi au-delà, puisqu'il est arrivé jusqu'au niveau national, de montrer à quel point il a pu s'élever. Et j'ai un souvenir qui est quand même assez frappant et qui m'accompagnera jusqu'au bout de ma vie. C'était en 2017, on était au CFA de Mulhouse, donc un CFA de la Chambre des métiers d'Alsace, et on était en train de discuter, téléphone qui sonne, c'était Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron, il s'éloigne, il revient 15 minutes plus tard et dit tu sais qui j'avais au téléphone? Emmanuel Macron. Il était en train de former son gouvernement et lui proposer le poste de ministre secrétaire d'État en charge de l'artisanat. Et alors, t'as fait quoi? J'ai refusé. Et m'a expliqué pourquoi. Et il m'a dit, tu sais, là je me bats pour les artisans, je me bats pour l'artisan de base. Je vais plus être dans cette sphère-là, je vais être dans le ministère, je vais être obligé de marcher dans la lignée du gouvernement, je ne pourrai plus défendre l'artisanat de cette façon-là. Et ça m'est resté, et c'est vrai, et il a eu raison. Il a eu raison parce que défendre l'artisanat, c'est plus facile de l'extérieur que de l'intérieur. Hein. Aujourd'hui, on a un ministre qui est le ministre des petites et moyennes entreprises, qui est Alain Griset, qui vient de l'artisanat. Et on a quand même l'impression, nous, artisans, qu'on est moins défendus par rapport à d'autres entreprises. Mais c'est quelque part, c'est logique. Je représente les bouchers charcutiers. Bon, les bouchers charcutiers n'ont peut-être pas besoin aujourd'hui d'être aussi aidés que d'autres branches d'activité, mais je veux surtout pas les mettre en avant. Je cherche surtout à la globalité. Et donc, quelque part, ça tient debout. Oui, Bernard Stalter, c'était notre phare, c'était le phare de l'artisanat. Et il avait ses entrées partout. Il avait un carnet d'adresses qui était pléthorique, et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une approche pour moi un peu différente, parce que je ne suis pas à son niveau d'aura pour porter les dossiers. Faut que je vocifère un peu plus pour me faire entendre que lui. Alors sur le terrain, vous faire entendre, c'est aussi représenter 40 000 entreprises
250 métiers, 160 000 professionnels et la Chambre emploie également 250 personnes. C'est bien ça ? C'est ça. Et puis, c'est ça. Et puis, j'ai la joie en tant que président d'être aussi de gérer 2 CFA. Effectivement, oui. L'apprentissage, c'est une des missions importantes de la CMA, la Chambre de métier. L'Alsace compte 2 CFA, 2 centres d'apprentissage à Mulhouse et à Échaud. Alors justement, l'apprentissage, l'année qui vient de s'écouler, très chahutée, on a pu un peu se demander à un moment ou à un autre si la rentrée allait être complète, si ça allait pouvoir bien se passer, si des contrats allaient pouvoir être signés. Alors contre toute attente, les chiffres sont plutôt bons, puisque par exemple Brigitte Klinkert, la ministre déléguée à l'insertion, qui est intervenue hier en ligne au vœu de la CPME 68, a mentionné que 457 000 contrats d'apprentissage ont été signés en 2020 au niveau national. Apparemment, c'est un record. Et donc, j'aimerais savoir comment, au niveau local, vous avez préparé cette campagne d'apprentissage et accompagné cette rentrée particulière. Alors, au-delà des chiffres, c'était pour nous aussi une année charnière, 2020, puisque avec la loi Choisir son avenir professionnel, qui a été écrite par Muriel Pénicaud, le financement de l'apprentissage ne revenait plus aux régions, mais à France Compétences, donc aux organismes qui sont là pour les financer. Et donc on a dû à un moment donné, on a dû définir un coût contrat par profession. Je me souviens d'avoir été à Paris en 2018 pour négocier le coût contrat dans la boucherie-charcuterie. Par contre, ce coût contrat incluait un certain nombre d'apprentis par salle de classe. Et on n'était pas du tout sûr de les avoir, puisqu'on a eu quand même le problème, c'est que au mois de mars, avril, quand on a d'une part nos portes ouvertes dans nos CFA, d'autre part on a des stages de découverte des métiers qui n'ont pu avoir lieu. Donc on avait de grandes craintes au mois de mai quand on a déconfiné la première fois, et surtout les artisans ne nous donnaient pas de signes en disant voilà, je vais prendre des apprentis. C'était plutôt être sur la défensive, je vais attendre, voir comment ça se passe. Alors il faut dire qu'on a fait pendant tout l'été, j'ai fait un battage médiatique qui était assez fort. J'ai été relayé aussi par la presse, qui est très bien. Donc je salue aussi ce travail commun qu'on a eu à cette période-là. Et les mesures gouvernementales d'aide de 5 000 et de 8 000 pour les apprenants nous ont aidés. On se retrouve un peu aujourd'hui en 2021 dans la même situation, puisque la situation sanitaire n'a malheureusement pas évolué dans le bon sens. Et malgré tout, vous avez enregistré une progression pour la rentrée 2020. Et nous avons enregistré une progression pour la rentrée 2020. La peur, c'était d'arriver d'ici 2-3 ans à avoir un trou d'air. Un trou d'air, pourquoi ? Parce que l'économie sera certainement repartie de plus belle, et puis nos entreprises auront besoin de personnel qualifié. Et nos CFA sont là pour ça. Et un petit peu pour l'anecdote, parmi les métiers auxquels sont formés vos apprentis, vous me disiez qu'un boom se dégage un peu autour du cycle. C'est une formation que vous proposez à Mulhouse, avec un petit peu l'effet déconfinement, les personnes qui ont plus utilisé leur vélo. C'est une filière qui pourrait bien fonctionner. Le cycle, c'est une filière d'avenir, puisque c'est des modes de déplacement doux, et on se rend compte aujourd'hui que les vendeurs de vélos, les vendeurs de vélos font des cartons, ne suivent même pas au rythme de la demande. Et qui dit vélo, à un moment donné, il y aura des réparations. Donc c'est des métiers artisanaux de réparateurs de cycles. Et on peut imaginer pour notre avenir d'ouvrir une section dans le Bas-Rhin quelque part, et que la Chambre de métier soit le moteur pour cette ouverture. La Chambre de métier a été également un moteur pendant cette crise sanitaire pour accompagner ces artisans. On a beaucoup entendu parler de digitalisation, notamment d'aide psychologique. Alors, quel a été le rôle, la mission de la Chambre pendant cette période ? Tout d'abord, il y a eu une période qui était très difficile pour les collaborateurs de la Chambre de métier. Je veux encore saluer tout le travail qu'ils ont fait
du mois de mars au mois de mai, où il n'y avait plus de président, où notre président, Bernard Salter, c'est la période où Bernard Salter est décédé, mais il fallait quand même continuer malgré tout à vivre et puis à prendre le pouls des entreprises artisanales. Et c'est ce que nous avons fait, puisque nous avons réalisé à peu près 30 000 appels sortants. Donc 30 000 appels pour voir, pour savoir les besoins des artisans. Et pour savoir qu'on est là pour les aider à avoir les aides, pour les aider dans toutes les démarches qui étaient possibles et imaginables, parce que, souvenez-vous, c'était aussi la guerre pour avoir les masques, pour la distanciation sociale. Donc tout ça, c'est notre travail. On a fait que notre travail, notre mission, c'est d'accompagner les artisans, et en 2020, c'est ce qu'on a fait au quotidien. Et quelles étaient les demandes récurrentes, peut-être des besoins de formation sur des thèmes spécifiques? Alors, on a eu des besoins de formation sur le numérique, principalement sur le numérique, parce que c'est quelque chose qui très vite nous a été demandé. On voit aussi la façon dont certains métiers se sont très vite adaptés à la situation pour proposer du click and collect, pour proposer du paiement en ligne, de la livraison à domicile. Donc on a eu plein d'axes de travail pour vraiment accompagner les entreprises. On a fait des webinaires sur à peu près tout et n'importe quoi. On a fait des webinaires sur la façon dont on gère le mieux une page Facebook, par exemple, parce que c'est important. C'était un moyen de communication qui était plus fort que les journaux, et qui tend à être de plus en plus fort. Les réseaux sociaux, c'est important à y avoir accès, et puis les comprendre aussi, comment commercer au mieux. Donc cette transformation digitale des artisans, ça a été également le cas à la Chambre. Vous avez vous-même fait évoluer vos modèles pour proposer ces webinaires, par exemple. Là où avant on avait des salles qui étaient remplies, on a dû changer notre modèle de fonctionnement. On a fait des webinaires, par exemple, sur le numérique. J'ai souvenir qu'on avait 70 participants à un webinaire sur le numérique, là où avant vous aviez 20 ou 30 personnes dans une salle, et espacées en faisant ce genre de conférence, espacées de 6 mois, alors que là on en fait très très régulièrement. Et d'ailleurs, aussi au niveau de l'offre de la Chambre de métier, aujourd'hui, on adapte notre offre par rapport à l'entreprise. Si une entreprise a besoin d'être accompagnée, de faire des formations, on peut adapter tout ça à l'entreprise. La Chambre de métier, l'artisanat, on entend souvent ce slogan qui date de quelques années, l'artisanat, première entreprise de France. Donc c'est un secteur d'avenir, un secteur de création d'entreprise, reprise d'entreprise. Alors l'artisanat aujourd'hui, c'est des apprentis. Au départ, c'est des apprentis qui entrent en apprentissage, donc des jeunes. 8 jeunes sur 10 trouvent un emploi à la sortie de l'apprentissage, sont formés. La formation continue, bien sûr, par après. Et un jeune sur 2 qui a trouvé un job devient son propre patron. Et on a vraiment des enjeux très importants dans les 10 prochaines années, puisque 25% des patrons, des artisans, vont partir à la retraite, mécaniquement, qui ont 50, 55 ans et plus. Donc il y a 25% des entreprises artisanales qui sont à reprendre ou à réinventer. Et d'ailleurs, il y a quand même beaucoup de messages d'espoir dans tout ça. On n'a jamais eu, malgré l'année 2020 qu'on a eue, on n'a jamais eu autant d'immatriculation d'entreprises artisanales à la Chambre de métiers d'Alsace qu'en 2020. Est-ce qu'il y a un secteur qui se dégage particulièrement dans ces créations ? Non, je ne dirais pas. On reste sur des métiers qui sont historiquement connus, mais il y a une adaptation qui se fait aux techniques nouvelles. Il y a une adaptation aussi qui se fait par rapport aux pratiques, à la gestion des déchets. Donc, les métiers évoluent, tous les métiers évoluent, je pense, et cette évolution, elle existe. Moi, par exemple, la Chambre des métiers a 120 ans, mais une petite anecdote sur ma ville de Haguenau, je suis amené à dédicacer un livre qui retrace un peu tous les commerçants qu'il y avait à Haguenau de 1900 à notre période. Et je vois que tous les artisans étaient dans les centres-villes.
Donc on trouvait des menuisiers et qui avaient pignon sur rue, qui avaient leur propre boutique. On trouvait le zingueur, on trouvait le charpentier, tout cela était en ville. Aujourd'hui, on ne trouve plus d'artisans en ville, on les trouve en périphérie, mais et n'ont pas besoin d'avoir pignon sur rue. Le commerce se fait différemment. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette adaptation, ce changement existera toujours. La crise qu'on est en train de traverser est juste un accélérateur de ce changement. On a changé notre façon de fonctionner. Je pense que là, on en a pris pour 5-10 ans. Donc un bond en avant, un accélérateur, on entend souvent ça. Voilà. Vous confirmez dans le secteur de l'artisanat? Dans le secteur de l'artisanat, et puis d'autant plus que on est aussi soucieux de la planète. Hein. Un artisan, c'est un être humain avant tout. Vous êtes soucieux de votre planète. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a une urgence climatique qui existe. Et les artisans aussi se sont inscrits dans cette urgence climatique pour la gestion des déchets, par exemple, mais aussi pour arriver à avoir de l'énergie verte, pour arriver aussi à un mode de la modularité aussi. Pour se mouvoir avec des énergies propres. Hein. Là, je pense par exemple à la ZFE de Strasbourg. Donc, on est associé aujourd'hui aux discussions, à la façon de faire, à la façon d'évoluer vers des énergies propres dans des villes comme Strasbourg. C'est pour nous des enjeux, mais on est conscient qu'on a des efforts à faire à ce niveau-là. Donc on pourrait imaginer à l'avenir qu'au sein de la Chambre de métier, un service soit dédié à cet accompagnement? Oui, comme on dédie un service à l'économie, au volet juridique, à la communication, on a des services qui sont dédiés un peu à toutes les problématiques de notre époque. Et peut-être un petit peu pour rebondir, une problématique dans l'artisanat, est-ce qu'il serait peut-être de donner un peu plus de visibilité aux femmes dans le cadre, par exemple, de votre campagne Madame Artisanat ? C'est en ce sens qu'on a créé, ou que Bernard Salter a créé il y a quelques années, Madame Artisanat, qu'il a commencé de façon locale sur l'Alsace. Je me souviens d'être sorti, c'était il y a plus de 10 ans, où on faisait sortie dans des entreprises qui étaient récipiendaires, où il y avait des femmes qui étaient chefs d'entreprise, même dans le bâtiment. Aujourd'hui, c'est devenu pour nous aussi un cheval de bataille parce que les métiers se féminisent. Je vais parler de 2 minutes du mien. Comme dit, je ne veux pas faire la publicité du métier de boucher charcutier traiteur, mais dans mon comité, dans la corporation des bouchers charcutiers du Bas-Rhin, sur les 15 membres de comité que nous sommes, nous avons 8 femmes. Et c'est un métier, et le métier de boucher charcutier, c'est quand même un métier qui est relativement masculin. Et ça vraiment, pour l'artisanat en général, et là je pense aussi dans le bâtiment, on a des chefs d'entreprise qui sont des femmes, qui gèrent très bien leur entreprise. En plus, elles ont une sensibilité qui est un peu différente dans la gestion de l'humain, la gestion des équipes, l'approche avec le client. Donc c'est des choses qui passent très bien. Vous avez également des élus féminines dans ces fonctions à la Chambre? Oui, et bien sûr, alors déjà, pour les prochaines élections, on devra arriver à pratiquement à la parité, ce qui est pas toujours évident parce que il y a plus de disponibilité pour un élu de chambre chez un homme que chez une femme qui souvent s'occupe en plus de la famille. Donc on a quelques difficultés à pouvoir boucler nos listes d'élus. Et de quelle manière la Chambre compte mettre à l'honneur ces femmes, notamment le 8 mars, vous avez une action particulière? Alors le 8 mars, c'est la journée de la femme, où on va remettre 3 prix à 3 femmes qui ont des valeurs, qui sont dans l'artisanat et qui cochent un peu toutes les cases. On a un jury qui va se réunir la semaine prochaine, qui va voir les différents dossiers qui nous ont été remontés pour mettre des femmes à l'honneur, des femmes dans des milieux d'artisans différents. Voilà. Et c'est pour nous, c'est une belle journée. C'est une journée en général qui se passe à la Chambre des métiers à Schiltigheim, mais là, ça va certainement se faire par un Facebook Live.
Donc tout est encore secret, tout est à décider. Les dossiers n'ont pas encore été... Les dossiers sont remontés. Par contre, après, il y a un jury, et puis c'est un jury de femmes aussi, parce que donc on a un partenaire, et puis on a nos élus femmes qui décident qui sera. J'aimerais aussi aborder un point concernant la régionalisation des chambres de métiers. C'est un des héritages de Bernard Stalter. Il avait préparé cette régionalisation. C'est devenu effectif au 1er janvier dernier. Les chambres départementales de la région Grand Est se sont fondues dans une chambre régionale. Et les chambres d'Alsace-Moselle, en lien avec le droit local, ont un statut d'associé. Et depuis ce 1er janvier, des voix s'élèvent un petit peu contre ce fonctionnement. Alors, j'aimerais connaître un petit peu votre position sur le sujet. Je dirais que c'est pas un héritage de Bernard Stalter, mais c'est un héritage de François Hollande. La loi NOTRe nous a été imposée. Moi aussi, j'étais contre cette régionalisation. Je voulais profondément rester alsacien. Mais une fois que la décision a été prise, je suis aussi républicain, donc je me fonde à la loi et je fais en sorte de la respecter du mieux possible. Et en ma qualité de président de chambre de métiers d'Alsace, donc c'est une chambre consulaire qui dépend quand même de l'État. Ma vocation première, c'est d'appliquer ce qui nous est demandé. Alors. Mais d'un autre côté, j'ai les artisans. Donc, quelque part, il faut que je surfe un peu sur une ligne qui est pas toujours évidente politiquement. Donc, cette régionalisation, une fois qu'elle a été décidée et qu'elle a été promue aussi pour l'artisanat, c'est vrai que Bernard Stalter y a travaillé. Il a travaillé en ayant quand même dans un coin de son cerveau, se disant, voilà, qu'est-ce qu'on va faire du droit local. Et le droit local, c'est quelque chose qui est quand même très important dans l'artisanat. Je vous rappelle deux, trois faits. C'est que le droit local, d'abord, ça représente des entreprises artisanales. Chez nous, en Alsace et en Moselle, l'entreprise artisanale peut aller jusqu'à 500 000 personnes s'il le faut, alors que dans le reste de la France, c'était 10 personnes maximum jusqu'à il y a quelques temps. Maintenant, on est à 50 personnes. Ça, c'est une chose. Donc, ça englobe toutes les entreprises où il y a un vrai travail manuel qui est fait, où il y a un geste artisanal qui est réalisé. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a aussi l'importance des corporations dans le droit local, parce que c'est une particularité alsacienne et mosellane, les corporations, les organisations professionnelles, qui sont aujourd'hui les garants de la transmission du métier parce qu'ils influent sur la formation. Je suis rentré à la chambre de métier par le biais de la formation dans mon métier, par la jurification. Et donc, quand je jurifie, je décide, moi, à quel niveau mettre un diplôme. Et c'est ça notre particularité et l'importance des corporations. Et après, tous les élus de la Chambre des métiers émanent de corporations ou d'organisations professionnelles. Donc ça c'est important. Une fois dit ça, il faut bien sûr que ça s'imbrique dans la régionalisation. Et la régionalisation, les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle ont été associées aux sept autres chambres départementales qui ont fusionné, c'est-à-dire qui ont mis tous leurs biens en commun et qui aujourd'hui fonctionnent toujours encore territorialement, mais surtout de manière centralisée. Et nous, chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, nous sommes associés aujourd'hui à ces travaux-là. Et je suis moi-même vice-président de l'économie à la chambre de métiers de la région. Mais on a quelques difficultés à mettre ça en route, parce que certains acceptent un peu moins ce fait de mutualiser tout. Et puis l'association qui existe, c'est notre droit local, c'est notre ADN d'Alsacien qui veut que on reste associé. Mais une fois dit ça, moi je travaille aujourd'hui pour cette régionalisation et je pense artisanat en général. J'ai envie d'inscrire les artisans d'autres départements également dans le bond en avant, dans la modernité. Donc mon but c'est de travailler pour tout le monde, pour le bien commun. Mais ce qui bloque actuellement dans cette fusion, cette régionalisation, c'est une question budgétaire, comme souvent. Est-ce que vous comprenez ces doléances ? Non, oui, c'est une question budgétaire qui est vue d'un mauvais angle, parce qu'aux chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut.
Voilà, il se trouve que si vous englobez 2 CFA dans le budget, vous pouvez faire dire aux chiffres que ça ne représente que 4 ou 5% de l'apport sur le budget. Par contre, si vous sortez les CFA et que vous laissez juste le fonctionnement des chambres de métier, là c'est différent. Et puis, il y a aussi des mises à disposition, il y a aussi des travaux en commun que nous avons déjà réalisés. Depuis 2016, nous réalisons, avec Bernard Salter, on a réalisé plein de travaux, Chambre de métiers d'Alsace, mais qui étaient pour la régionalisation. Et c'est pas faire une offense aux autres que de dire qu'on a apporté notre pierre à l'édifice et qu'on continuera à le faire. Et continuer à le faire, notamment après les élections. Les élections se préparent en fin d'année. Il y a des élections qui se préparent. Il y a déjà des élections départementales dans les chambres départementales, d'ailleurs pour nous aussi en Alsace. Et puis après, voir, oui, bien sûr, c'est aussi réussir la régionalisation. C'est aussi une histoire d'hommes, une histoire de femmes, une histoire de gens qui s'entendent ensemble. Il n'y a pas que les écrits, c'est des histoires humaines. Une histoire humaine qui dure depuis plus de 120 ans pour la Chambre de métiers d'Alsace, une des plus vieilles de France, si ce n'est la plus vieille de France. La première de France. La première de France qui a été décuplée dans toutes les régions françaises. Et quand je passe le portail le matin de la Chambre des métiers à Schiltigheim ou alors sur un autre site de la Chambre, parce qu'on a des sites à Colmar et à Mulhouse, mais également les 2 CFA, je me dis, voilà, c'est quand même le travail de 120 ans d'artisanat, d'artisans qui ont réalisé ça, qui ont construit ça de leur main, qui ont économisé pour qu'on arrive à cette chambre de métier, à les représenter le mieux possible. Et puis c'est un honneur pour moi aujourd'hui, et un devoir, ça m'engage, de les représenter. Un devoir, un honneur de représentation, également un hommage à votre prédécesseur au mois de mars. Oui, alors j'ai écrit au président de la République l'an dernier pour l'associer à un hommage national auquel il a répondu favorablement, mais par la crise sanitaire, ça n'a pas encore été possible de faire. Par contre, ce qui est sûr aujourd'hui, et c'était une volonté de ma part aussi, plutôt que de mettre une statue de Bernard quelque part qui serait regardée pendant 5 minutes, je voulais vraiment que son nom soit associé à un CFA, et le CFA Échaud, donc c'est le CFA Chambre des métiers, va être renommé le 12 mars CFA Bernard Salter. Ça permettra à la jeunesse de pouvoir voir dans 50 ans, dans 100 ans, qui était Bernard Salter, et d'aller sur Wikipédia, si ça existe encore, et de cliquer son nom pour voir vraiment qui était Bernard Salter. Et ça a aussi du sens parce que je connaissais son engagement pour la jeunesse et pour l'apprentissage, et c'est vraiment aussi ça l'énergie que j'ai aujourd'hui, c'est de représenter la jeunesse et puis de croire en la jeunesse. C'est notre avenir, l'avenir de la Chambre de métiers, c'est les jeunes. Et je peux vous dire, quand je vais en CFA et que je vois ces jeunes qui travaillent, je vois qu'on a quand même un bel avenir dans nos métiers. Alors l'avenir pour la Chambre des métiers d'Alsace, c'est donc l'avenir proche. Peut-être rappeler 3 dates avant de nous quitter. Je voulais rappeler donc le 8 mars la promotion de Madame Artisanat, le 12 mars la dénomination du CFA Deschaux Bernard Salter, le 21 mars les portes ouvertes des CFA qui se feront en ligne au regard encore une fois des conditions sanitaires. Est-ce que vous souhaitez encore ajouter un mot, un thème qui vous tiendrait à cœur ? Oui, je pourrais parler par exemple de l'évolution que nous avons dans nos entreprises et de l'évolution qui existe maintenant de par la crise. Aujourd'hui, je crois que plus que jamais, nous devons arriver nouveau à un modèle qui soit plus local, les circuits courts, mais également inscrire l'artisanat dans une reconnaissance du client qui est cette reconnaissance locale. C'est pour ça que je vais créer un mini-label qui va s'appeler Artisan d'Alsace, qui promeut l'artisan
auprès du consommateur, mais l'artisan qui partage des valeurs, les mêmes valeurs que le consommateur, c'est-à-dire des valeurs vertes, des valeurs d'employabilité, des valeurs locales, de respect de la personne, de formation. Moi, j'ai envie de... Ce qui est très important, c'est de remettre un peu l'humain au cœur de l'entreprise. Et je crois que l'artisanat peut réussir et s'inscrire dans l'avenir par ce biais-là. Pour moi, c'est important. Très bien. Bah, écoutez, Monsieur Hoffmann, je vous remercie pour cet échange. Nous avons des questions des internautes. Oui, dire simplement que nous sommes très nombreux à vous suivre, parce qu'il y a sans arrêt une centaine de personnes différentes. Donc, il y a presque 600-700 personnes déjà qui nous ont suivis en direct, ce qui est absolument extraordinaire. Beaucoup de remerciements, Monsieur Hoffmann, merci Jean-Luc, bravo pour votre engagement. Un artisan est un vrai professionnel, très bonne prestation, bravo Monsieur Hoffmann. Les gens vous rendent aussi hommage et sont très touchés par votre délicatesse quant à Bernard Stelter. Il y a beaucoup de commentaires là-dessus. Des commentaires plus techniques par rapport aux jeunes en apprentissage qui trouvent un job. Combien abandonnent dans la première année d'études parce qu'ils n'ont pas trouvé de maître d'apprentissage? Oui, je peux y répondre. C'est un gros problème. C'est un problème qui a été identifié par le gouvernement, puisque nous avons eu pour les apprenants qui sont rentrés en apprentissage, qui n'avaient pas trouvé de patron au mois de septembre, jusqu'à fin février pour trouver un employeur. C'est vrai que il y a certaines fois où il faut qu'on mette en connexion, et c'est notre rôle à la Chambre de métier, le chef d'entreprise et l'apprenant. L'an dernier, on l'a fait de manière dématérialisée, puisqu'on l'a fait via Internet. Donc, on a créé des liens, des passerelles, mais on est quand même encore contraint par le territoire. On se retrouve avec une entreprise qui est dans un territoire qui n'est pas facilement accessible, et de temps en temps vice-versa. Donc c'est notre rôle de faire du cousu humain un peu sur tous les cas. On essaie de répondre le plus positivement possible au plus de gens. Il y a également des questions sur le rapport à l'Europe et à la Chambre de métiers d'Alsace. Est-ce que vous construisez des passerelles avec le Conseil de l'Europe ou avec l'Europe à Strasbourg? Est-ce qu'on peut travailler à une échelle plus internationale sur l'acceptation d'apprentis d'autres pays comme l'Allemagne ou la Suisse? Est-ce que la méthode Erasmus existe également pour l'artisanat? Voilà. Alors oui, on n'a pas parlé trop de CEA. C'est une des compétences de la CEA, c'est l'apprentissage transfrontalier, et j'ai bien envie de réveiller un peu une belle endormie, parce qu'on a mis ça un peu entre parenthèses. Vu qu'en Alsace, on était en manque d'apprentis à un moment, et puis en Allemagne également, et puis les connexions se sont pas faites, mais j'ai bien envie de relancer l'apprentissage transfrontalier avec la CEA. Et à l'instant, quelle belle décision, Monsieur Hoffmann, de rendre hommage à Monsieur Stelter que d'associer son nom au CFA de Échaud. Merci. Merci. Merci pour cet échange, merci au Club de la Presse, à la librairie Kléber. Et puis on aura l'occasion de revenir sur votre actualité qui s'annonce assez florissante pour les prochains mois. Florissante pas, mais pour moi c'est très valorisant. Et puis je garde toujours la défense de l'artisanat et des artisans en première ligne. Et c'est mon moteur tous les jours. Votre cheval de bataille. Et voilà. Merci. Merci à vous.